C'est bien connu qu'une silhouette attractive de nos jours pour un mec, une silhouette attirante, une silhouette esthétique, c'est une silhouette en V. Et c'est ce dont tous les go muscu ou même les mecs random sont à la recherche, cette fameuse silhouette en V qui plaît tant aux meufs. Mais qu'est-ce qui rend réellement un corps shapé en V en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un mec a cette silhouette? Ce qui rend un corps vraiment en V, c'est le ratio entre les épaules et les hanches. Et plus précisément, plus l'écart entre la région claviculaire et tes hanches est grand, plus tu auras cette silhouette en V. Et donc oui, je vais te spoil, mais la taille de tes clavicules et tes hanches, elle est quand même pas mal prédéfinie par ta génétique. Et des mecs qui vont gagner la loterie génétique et qui vont avoir des clavicules extrêmement larges et une taille extrêmement fine, et donc qui auront naturellement cette shape en V, et d'autres mecs qui, même musclés, auront pas cette shape en V parce qu'ils auront des clavicules hyper courtes et des hanches très larges. Et donc oui, ce ratio clavicule-hanche est hyper important, c'est limite plus important que juste la masse musculaire que tu as sur ton corps. Tu peux voir sur cette photo-là que même un mec plus skinny, avec un meilleur ratio clavicule-hanche, aura l'air plus musclé, ou même pas qui aura l'air plus musclé, mais aura juste l'air plus esthétique qu'un mec qui a des hanches larges et des épaules étroites, même si le mec qui a des épaules étroites et des hanches larges est plus musclé factuellement parlant, c'est-à-dire objectivement a plus de muscles. Mais donc comment avoir cette silhouette en V si t'as pas gagné la loterie génétique et que tu as eu des clavicules extrêmement larges et une taille extrêmement fine? Et bah comme je te l'ai dit avant, cette silhouette elle repose sur le ratio épaules hanches, et donc on va faire en sorte que tu aies les épaules les plus larges possibles et la taille la plus fine possible. Et donc on va voir ça en deux parties. La première qui est comment affiner sa taille et avoir l'air d'avoir des hanches les plus fines possibles, et la deuxième comment élargir toute la région claviculaire pour avoir l'air le plus large possible. Et donc pour la personne on va voir comment affiner sa taille. Et premièrement, j'amalgame un peu les deux depuis le début, mais on va bien définir les différences entre les hanches et la taille. La différence entre les hanches et la taille, c'est que tes hanches, c'est ton os. Là, c'est ce que tu peux toucher, c'est ce que tu sens. Et juste au-dessus, c'est la taille. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mecs, généralement, on veut une meuf avec des hanches larges et une taille fine. Et c'est ça qui fait cet aspect de sablier quand on fait une silhouette féminine, généralement. Et donc, amalgame pas les deux, parce que ça va être hyper important pour la suite. Parce que, comme je viens de te le dire, tes hanches, c'est un os. Et les os, tu peux très difficilement les modifier. Pas comme tes muscles, tes tendons ou quoi que ce soit. Ton os, mon gars, t'as des hanches. Tes hanches, elles vont pas bouger. Dans le sens où t'auras beau faire ce que tu veux, la largeur de tes hanches, elle va rester la même. Donc désolé de te dire que si t'es né avec les hanches larges, mon gars, t'as juste pas eu de chance et que tu vas devoir faire avec. Et on n'est pas des salopes, donc on va pas non plus te laisser rabattre par la génétique. Et on va voir ce qu'on peut faire pour toi pour donner l'illusion que t'as les hanches les plus fines possibles. Et donc la première étape qui paraît évidente, mais que je dois quand même rappeler, c'est de perdre du body fat. Mon gars, tu peux pas espérer avoir une silhouette en V si tu as encore du body fat, si tu as encore des big bourrelets sa mère. Donc si tu as encore des gros bourrelets et que tu as encore aux alentours de 25-30% de body fat, je te conseille de premièrement perdre assez de body fat pour descendre. Je te dis pas de descendre à moins de 10% ou à 10%, mais je te dis au moins de descendre aux alentours de 13-15%. Dans le sens où en fait, le truc le plus simple entre guillemets à faire, c'est vraiment juste de perdre du body fat. Dans le sens où c'est pas là, c'est la plus simple, mais c'est pas la plus facile. Dans le sens où c'est rudimentaire. C'est un truc que tu es censé avoir si jamais tu prétends convoiter une silhouette en V. Genre c'est le step numéro 1. Si tu es encore gros, tu peux rien faire à partir de là. Donc première étape pour commencer à affiner ta taille, c'est de perdre du body fat. Il faut que tu descendes assez bas pour qu'on puisse commencer à voir, je pense, très légèrement tes abdos, et au mieux qu'on puisse déjà voir tes abdos. Si tu as une base de skinny comme moi, tu peux skip cette étape là, mais par exemple moi mon frère était big sa mère quand il était plus petit, et parce qu'on n'a pas du tout la même génétique, et lui par exemple il a dû commencer à perdre du poids avant même d'aspirer à avoir ce fameux V-tape. Et donc je vais quand même te donner quelques conseils pour perdre du body fat. Je vais te donner juste 3 conseils que mon frère a appliqué pendant sa perte de poids, parce que moi je suis skinny et donc j'ai jamais vraiment eu besoin de perdre du poids ou d'appliquer des régimes de perte de poids. Cependant mon frère a dû le faire. Et donc les 3 gros conseils que je peux te donner, c'est soit en déficit, fais des entraînements très énergivores et consomme des aliments à un haut volume calorique. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que essaye de consommer moins de calories que ce que tu dépenses, essaye de faire des entraînements qui te font dépenser beaucoup de calories, et mange des aliments qui ont peu de calories pour beaucoup de volume. Et donc qu'est-ce que ça veut dire encore plus précisément? Pour le premier, ça veut juste dire de consommer moins de calories que ce que tu dépenses. Et donc pour le deuxième, ça veut dire qu'il faut éviter de faire des séances de force où tu prends 2 semaines de repos entre chaque série. Essaye de faire des entraînements plus axés sur le cardio ou sur les trucs qui vont vraiment commencer à qui vont être très énergivores quoi. Là, ce à quoi je pense généralement, c'est le cardio. Les séances hypertrophiques, c'est pas le mieux, mais ça peut être pas mal. Des trucs où tu fais beaucoup de supersets, des trucs où tu fais du fractionné par exemple. En tout cas, des entraînements qui vont quand même te demander beaucoup d'énergie. Et dernièrement, du coup, consommer des aliments qui ont un gros volume calorique, ça veut simplement dire que pour beaucoup de volume, tu as très peu de calories. Par exemple, la salade, je crois que tu as, attends, je suis plus sûr, tu as 20 calories, 10-20 calories, entre 10 et 20 calories pour 100 grammes de salade, donc c'est absolument rien. Contrairement par exemple aux cacahuètes où il y a 600
cal pour 100 grammes, je crois. Je dis pas que les cacahuètes sont forcément mauvais pour une perte de gras, mais dans le sens où c'est pas un aliment que tu vas privilégier dans une perte de gras. Si jamais tu as du mal à perdre du poids et que tu as tout le temps faim, etc., essaye de consommer des aliments qui ont beaucoup de volume pour peu de calories, ça devrait t'aider. Et donc, ça serait les 3 gros conseils que je peux te donner pour commencer ta perte de poids et commencer à descendre un peu en body fat. Et une fois que tu as fait cette étape-là et que tu es descendu à un body fat assez bas, on va passer au deuxième conseil. Ce deuxième conseil du coup que je vais te donner, c'est pour les mecs qui ont déjà les abdos un peu visibles. Donc soit pour les gros qui ont perdu du poids, soit pour les skinny comme nous de base qui avons déjà une petite base d'abdos. Le deuxième conseil du coup, c'est de travailler tes putains d'abdos. Je sais que quand t'es skinny, t'as pas envie de travailler tes abdos parce qu'on les voit déjà. On les voit déjà, mais c'est bon, j'ai des abdos. La vie de ma mère, t'as pas d'abdos. C'est vraiment des abdos skinny. Il y a une phrase connue qui dit ouais, des skinny avec des abdos, c'est comme des grosses avec des gros seins. Il y a rien à flex, tu vois. Enfin, c'est pas un flex. Et seront d'accord ceux qui le seront, tu vois, mais genre c'est une bonne comparaison pour te faire comprendre que avoir des abdos quand t'es skinny, en fait, ça vaut rien du tout. Et donc si tu veux avoir des abdos d'homme, de mec qui va vraiment à la salle, il faudrait commencer à les taffer. Et donc moi-même qui suis skinny, j'ai commencé à taffer mes abdos quand j'ai commencé à aller à la salle. C'est faux, j'ai commencé à les travailler beaucoup plus tard et relativement récemment, il y a environ 1 an, et j'ai commencé à voir vraiment la différence avec avant, parce que mes obliques, mon grand droit et mes dentelés étaient beaucoup plus tracés, et figure-toi que ça m'a commencé à me donner un aspect beaucoup plus tracé, beaucoup plus en V. Bizarrement, travailler mes abdos et avoir une sangle abdominale beaucoup plus sèche et beaucoup plus musclée, ça a donné plus de cohérence entre ma taille et mes hanches, et ça a rendu l'aspect global de mon corps plus shapé en V. Je mettrai quelques vidéos et quelques photos comparatives, mais par exemple, cette photo-là, c'est quand j'étais encore skinny et que j'avais des abdos de skinny, et j'ai l'air d'avoir les hanches beaucoup plus larges que maintenant que je suis un peu plus stock et que j'ai commencé à vraiment taffer mes abdos. Alors certes, j'ai pris de la masse sur d'autres parties de mon corps, mais on peut pas nier le fait que toute ma région abdominale a l'air beaucoup plus cohérente qu'avant. Maintenant, j'ai pas mes hanches qui dépassent, et maintenant tout est droit, tout est carré et tout a l'air beaucoup plus harmonieux que quand j'avais pas encore d'abdos ou d'obliques ou de dentelés très tracés. Et donc si jamais tu veux que je te fasse une vidéo où je fais une routine abdos, où je mets les exercices abdos qui moi vraiment m'ont permis de développer une sangle abdominale relativement solide maintenant, je la ferai. Si jamais tu me la demandes, tu mets le timecode et je verrai. Mais du coup, pour les gros, il faut bien évidemment que vous commenciez à voir vos abdos avant même d'envisager de commencer à travailler vos abdos. Pour ça, bien évidemment, si vous êtes gros les gars, travaillez vos abdos dès le début. Ne commencez pas à travailler vos abdos quand vous commencez à avoir vos abdos, mais juste dans le sens où là, le conseil que je donne s'applique pour les gens qui ont déjà une lueur d'abdos entre guillemets, qui commencent à avoir leurs abdos, etc., et qui vont vraiment genre pas perfectionner, mais dans le sens où ils vont gratter ce qu'il y a à gratter, tu vois. Parce que du coup, si jamais tu as un haut body fat et que tu envisages d'avoir une silhouette extrêmement taillée en V, la chose à faire avant de travailler des abdos pour affiner ta taille, c'est de perdre du gras, bien évidemment. Mais je te dis pas qu'il faut pas travailler tes abdos quand t'es gros. Travaille tes abdos même quand t'es gros, mais tu le feras pas dans la même optique qu'un skinny qui travaille ses abdos. Je sais pas si tu vois si c'est clair. Donc travaillez tous vos abdos les gars, c'est important. Simplement les skinny et les mecs qui commencent à avoir vos abdos, travaillez-les particulièrement parce que ça peut faire la diff. On voit la différence directe entre un mec juste qui est skinny et qui a des abdos de skinny, et un mec qui taffe ses abdos régulièrement et qui a une sangle abdominale beaucoup plus développée, qui apportera beaucoup plus de cohérence visuelle quand on parlera du V-tape. Et un dernier tout mini conseil qui peut faire un tout petit peu la diff, c'est de se tenir droit. Ça les gars, c'est un truc que j'ai remarqué en fait, surtout dans mon posing ou quand je me prenais en photo. Se tenir droit, ça affinait un tout petit peu ma taille, parce que avant, en fait, puisque je suis un mec très skinny, enfin je suis pas très skinny, j'abuse, mais genre puisque j'étais un mec skinny de base, à chaque fois quand je posais, je me mettais en boule comme ça parce que je voulais avoir l'air plus musclé. Du coup, je me mettais toujours comme ça. Sauf que maintenant que je suis un peu plus musclé, j'ai remarqué que quand je fais ça, en fait, ça rend mes hanches plus larges. Alors que quand je m'élève un peu comme ça et que je fais des posings où je suis un peu plus droit, et ben en fait, ça affine ma taille parce que ça étire un peu ma sangle abdominale. Donc, ça donne l'impression, en tout cas, que mes hanches sont plus fines. Et donc, c'est les 3 plus gros conseils, en gros, que personnellement, je peux vous donner pour espérer affiner votre taille et un tout petit peu vos hanches, si on peut appeler ça comme ça. Je vous garantis pas de miracle, mais en tout cas, je te garantis que si jamais tu perds du body fat, tu travailles tes abdos et tu te tiens droit, si jamais tu faisais pas déjà ces 3 choses-là avant, je peux te garantir déjà que tes hanches et ta taille auront un bien meilleur rendu que ce que tu as maintenant. C'est pas des exercices qui vont changer ta vie et qui vont te faire avoir une taille de guêpe, mais c'est des trucs qui peuvent vraiment t'aider si jamais t'es en galère et t'es en mode putain mais j'ai des hanches larges de baiser. Essaye ça déjà et je pense que déjà ça peut s'améliorer. Je te garantis pas de miracle, mais je te garantis juste de l'amélioration. Et donc les gars, on attaque la partie 2, comment avoir des épaules plus larges, comment avoir une plus grosse frame, comment avoir l'air plus balèze. Et donc là, je viens d'utiliser le terme frame, je sais pas si tout le monde est familier avec, mais en gros frame, je vais le traduire vite fait, en gros en anglais ça veut juste dire image. Et quand on parle de grosse frame en français ou big frame en anglais, on parle juste d'un mec qui
à une grosse image. Par exemple, quand on dit au cinéma ou dans un film qu'un mec il a une grosse frame sur l'image, on dit qu'il prend beaucoup de place. Et bah là, c'est la même chose en français. Quand on dit qu'un mec il a une grosse frame, ça veut dire que genre dans l'espace ou dans une salle, le mec en impose, tu vois. Et donc celle-là, c'est exactement ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une plus grosse frame, pour vraiment, tu vois, quand tu es dans une salle bien occupée de l'espace. Surtout que dans ce cas-là, on peut vraiment s'attendre à un miracle parce que autour de nos clavicules, on a des muscles et que les muscles, les gars, ça se développe contrairement à nos hanches où on a quasiment rien. Et si t'es pas né avec une taille ou une hanche extrêmement fine, il va falloir que tu crées du contraste entre tes épaules et tes hanches en ayant des épaules les plus larges possibles. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant en parlant de tous les muscles qui vont contribuer à la largeur de tes épaules ou plus globalement à tous les muscles de ta région claviculaire qu'on va appeler le yoke. Alors, le yoke, c'est quoi? Encore un autre terme anglophone. Le yoke, c'est à la base une expression qu'on dit pour dire qu'un mec est stock. Tu vois, en anglais, on peut dire qu'un mec il est bulky, on peut dire qu'il est shredded, on peut dire qu'il est, tu vois, on peut dire plein de termes. Et yoke, ça en fait partie. Quand on dit qu'un mec il est, en anglais, quand on dit qu'un mec il est yoke, tu vois, c'est-à-dire que le mec est, tu vois, il est bien rempli. Et le yoke, en gros, c'est aussi un autre terme pour définir tous les groupes musculaires qui rendent un mec balèze ou qui donnent l'aspect qu'un mec est balèze. Et dans ces muscles-là, on a le triceps, on a les avant-bras, on a les fesses. Mais là, les muscles qui vont vraiment nous intéresser, ça va être le haut de pec, les épaules, le cou et les trapèzes. Pourquoi? Parce que c'est simplement tous les muscles qui sont sur la chaîne claviculaire et donc tous les muscles qui vont contribuer à ce ratio clavicule-hanche. Et donc, si vous voulez une vidéo plus globale ou plus précise sur juste le yoke qui sera plus détaillé où on pourra voir vraiment tous les muscles qui rendent un physique plus balèze. Donc comme je sais que j'ai cité précédemment, comme les avant-bras, les triceps, les biceps, faites-le moi savoir en commentaire encore une fois avec le timecode et je checkerai ça directement. Et donc pour ça, je vais te présenter environ 1 ou 2 exercices par groupe musculaire que tu peux faire pour développer ton yoke et avoir l'air plus large. Et donc avant de commencer, je sais que j'ai pas le yoke les plus développés, je sais que j'ai pas les épaules les plus rondes, je sais que j'ai pas les trapèzes les plus bossus, je sais que j'ai pas les hauts de pec les plus gonflés, je sais que j'ai pas le cou le plus large, mais au fur et à mesure des mois, voire des années maintenant, j'ai pu expérimenter pas mal d'exercices, j'ai pu me faire ma propre opinion, ma propre expérience et j'ai pu surtout développer ces muscles qui sont à la base vraiment pas un point fort pour moi. Généralement, c'est les mecs un peu plus lourds qui ont ce genre de muscles en point fort, comme mon frère qui a des très grosses épaules et qui a des très gros trapèzes et un très gros cou aussi. C'est les mecs un peu plus bulky, qui sont à la base un peu plus gros, qui ont ces muscles là en point fort. Nous les skinny frères, vraiment le cou, les trapèzes et les épaules, c'est vraiment ce qu'on a en mode skinny de baiser. Et donc même si t'es un gros et que t'as pas ces muscles là extrêmement développés, tant mieux, parce que moi j'ai réussi à les développer et je suis là pour te donner tous les exercices qui m'ont permis de les développer correctement et qui pourront très certainement t'aider également. Et donc on va commencer par le premier groupe musculaire, les gars, ça va être les trapèzes ou plus particulièrement les trapèzes supérieurs, parce que si jamais tu le savais pas encore, les trapèzes est composé de 3 faisceaux, les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Et chacun d'entre eux a des insertions relativement différentes. Les trapèzes supérieurs vont avoir une trajectoire un peu plus diagonale qui vont aller de l'extérieur vers l'intérieur et du bas vers le haut. Les trapèzes moyens vont avoir une trajectoire beaucoup plus horizontale, quasiment horizontale même. Et les trapèzes inférieurs vont avoir une trajectoire beaucoup plus en diagonale qui vont aller de haut en bas et vers l'intérieur. Et donc, nous, on va principalement se focaliser sur les trapèzes supérieurs parce que c'est ce qu'on recherche. Et donc, pour ça, il faut d'abord bien que tu comprennes ces insertions pour savoir comment bien le travailler. Donc, je t'ai déjà montré le schéma de son muscle. Tu peux déjà voir que ses fibres, elles sont en diagonale, mais quand même un tout petit peu plus à l'horizontale. Et donc, pour le travailler, on va devoir rapprocher ces 2 points d'insertion. Et pour rapprocher ces 2 points d'insertion, on va devoir faire une élévation des scapulas ou des omoplates, mais un tout petit peu vers l'intérieur. Parce que du coup, le sens de la fibre, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop le shrug à la barre classique, parce que en fait tout le monde disait que c'était un putain d'exercice pour travailler les trapèzes et tout, et que tu pouvais charger lourd, etc. Et c'est vrai que tu peux charger lourd, mais personnellement, j'ai jamais vraiment bien senti mes trapèzes sur du shrug classique parce que je sais pas, je le sentais juste pas. Et après, quand j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur comment mieux travailler sur ces différents types d'insertions, etc., j'ai compris pourquoi est-ce que je les sentais pas. Tout simplement parce qu'en fait, c'était pas vraiment anatomiquement correct le shrug. Pourquoi? Parce que là, tu fais juste une élévation des scapulas, alors que la fonction de tes trapèzes supérieurs, c'est de lever tes épaules vers le haut, mais aussi vers l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je vais te présenter 2 exercices qui sont relativement les mêmes, mais qui pour moi sont vraiment bien. Je sens vraiment bien mes trapèzes dessus. Je pense pas avoir besoin d'en présenter plus parce que rien qu'avec ces 2 exercices là, franchement, je pense qu'ils sont vraiment très bien. Le premier, du coup, c'est le shrug, mais prise large ou prise avec le putain, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, le truc pour faire des soulevés de terre en squat un peu. Ah voilà, ouais, donc tu peux faire soit du shrug à la barre prise large, soit à la trap barre. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est beaucoup mieux que le shrug classique? Parce qu'en gros, au lieu de faire du shrug classique où tu vas juste lever les bras comme ça, quand tu seras en prise large ou en trap barre, tes bras et tes épaules elles seront obligées de se lever comme ça. Et donc l'élévation de tes scapulas, elle sera pas uniquement vers le haut, mais également un peu plus vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on recherche pour
travailler tes trapèzes. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, c'est anatomiquement beaucoup plus correct de ramener ses épaules également vers l'intérieur. Et donc en conseil d'exécution, ce que je pourrais te donner, ce serait juste de, au début, pas mettre trop lourd pour vraiment bien sentir les trapèzes. Parce que je sais que les trapèzes, c'est un muscle où les gens aiment bien mettre extrêmement lourd. Il faut mettre lourd sur les trapèzes, mais au début, j'aime bien juste faire mon shrug avec un bon pic de contraction pour bien sentir mes trapèzes. Et après, vraiment commencer à envoyer le pâté, tu vois. Mais au début, j'aime bien quand même bien sentir mon muscle pour ensuite pouvoir mieux le travailler. Et le deuxième exercice, c'est un peu la même, c'est du shrug, mais à la poulie sur le côté. Je sais pas si c'est exactement ça le nom, mais en gros, c'est du shrug où tu prends la poulie sur le côté et tu ramènes ton épaule vers l'intérieur. Ça, c'est un exercice que Nassim Saïli avait donné sur sa vidéo sur les trapèzes. Je l'ai essayé et je sens extrêmement bien mes trapèzes dessus. Donc, je te le conseille vivement. Il est extrêmement bien et il est anatomiquement encore très correct. Il respecte parfaitement le sens des fibres musculaires. Tu peux facilement le surcharger et les sensations sont nickel. En conseil d'exécution, je te donnerai pas grand chose de particulier comparé au premier. Juste un bon pic de contraction à la fin, bien contrôler la descente et charger progressivement pour bien sentir ton trapèze. Les trapèzes, c'est vraiment un muscle que généralement les gens aiment bien charger lourd sans forcément prendre en compte si jamais on sent bien ou non. Pourtant, c'est un muscle comme les autres et je pense que le sentir correctement, c'est tout aussi utile que sentir correctement ses pecs ou sentir correctement ses biceps. Donc, fais pas la merde dessus, essaye pas de charger comme un gros porc. Et surtout si t'as un retard trapèze, si t'as des trapèzes de baiser, vas-y tu t'en bats les couilles. Mais si t'as un retard trapèze ou t'aimerais développer correctement tes trapèzes, concentre-toi vraiment sur chaque rep, sur bien faire un petit pic de contraction à la fin pour vraiment bien serrer tes trapèzes et bien sentir et relâcher doucement. Pour la fourchette de reps, on va aller sur de l'hypertrophie, donc on va essayer de chercher entre 8 et 12 reps. Tu vas essayer de faire, généralement ce que je conseille c'est entre 3 et 4 séries selon la séance ou l'entraînement que tu fais, par bras si tu fais à l'unilatéral ou juste classiquement tu fais entre 8 et 12 reps si jamais tu fais du shrug classique. Et en temps de repos je te dirais d'environ 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui ça me semble très correct pour un exercice d'hypertrophie. Et donc ensuite on va passer au deuxième muscle qui est un peu mystique entre guillemets pour la plupart des pratiquants ou même pour la plupart des mecs random quand tu leur dis que tu travailles ça, c'est le cou. Le cou, c'est un muscle que vraiment, j'ai l'impression que pas beaucoup de pratiquants de musculation travaillent et que même quand tu dis à des mecs que tu travailles ton cou, ils sont en mode wesh, genre c'est what the fuck, t'es un mec spécial de baiser toi. Et en vrai, ouais, c'est un peu spécial au début quand tu commences à le travailler, genre le cou c'est un bail de, tu vois, un bail de mec un peu bizarre en vrai, genre surtout t'as l'air d'un con quand tu le travailles. Donc je comprends un peu la superstition que les gens ont à propos de ça. Mais figure-toi que le cou, c'est parmi les meilleurs muscles du corps dans le sens où c'est un des muscles qui va le plus contribuer à l'esthétisme de ton corps, mais surtout à l'esthétisme de ton visage. Parce que sous-côté de baiser par la plupart des gens en fait. T'as juste à regarder la photo de certaines célébrités avec un skinny neck, donc avec un cou vraiment de salope et un cou large, il n'y a pas photo en fait. Et même en fait tu vois sur certaines photos que tu photoshopes le cou de certains mecs en le rendant plus large ou plus fin. Et tu vois qu'en fait quand t'as un cou plus large, ça rend juste ton visage plus masculin. Et t'as l'air en fait plus masculin globalement. Et donc le cou, les mecs qui ont un cou skinny, en fait, ça les rend vraiment, ça leur donne vraiment une dégaine de salope. Parce que même si jamais ils sont stock de baiser, il y a un truc qui va pas en fait dans leur physique s'ils ont un cou extrêmement skinny comparé à leur corps. C'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi dans l'harmonie de ton visage et l'harmonie de ton corps. Je ferai limite, je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée au cou, tellement le truc c'est vraiment un game changer. C'est également extrêmement utile pour l'aspect athlétique parce que ça permet de stabiliser ta tête littéralement. Donc pour tous les sports en fait qui sont comme la gymnastique, boxe, le MMA, la Formule 1, tout ça, en fait tu vois plein d'athlètes, même la NFL au rugby, etc. Tu vois énormément d'athlètes le travailler en fait parce que c'est archi utile parce que ça stabilise littéralement ta tête. C'est les muscles qui stabilisent ta tête. Et c'est également bon pour ta santé parce qu'en fait ça permet de corriger ta posture parce qu'un cou musclé ça permet encore une fois de mieux soutenir ta tête et donc de corriger les problèmes de posture que tu pourrais avoir si tu as un cou trop faible, de pencher ta tête en avant, en arrière, en diagonale, quoi que ce soit. Mais bon bref, on n'est pas là pour sucer la bite du cou, on est là pour savoir comment le rendre plus musclé, comment le rendre plus large. Et donc moi mon gars, j'ai pas 1 milliard d'exercices à te donner pour le cou, je vais te donner 3 exos simples qui permettent de le travailler sous tous les angles et qui suffisent amplement pour travailler le cou. C'est le neck curl inversé et les side to side. Donc le neck curl et le neck curl inversé, je pense que c'est les exercices cou qui sont les plus connus. C'est simplement, tu te mets au bord d'un lit ou au bord d'un banc où il y a avec juste ton cou qui dépasse et tu fais des sortes de crunch mais uniquement avec le cou. Concentre-toi bien sur vraiment que bouger ton cou et pas essayer de compenser avec tes abdos ou avec n'importe quel autre muscle parce que là il faut vraiment que ce soit tes muscles là, tes clédio-mastoïdiens si je me trompe pas, qui travaillent pour quand tu fais du neck curl classique et les muscles derrière dont j'ai oublié le nom pour quand tu fais du reverse curl. Et donc ça c'est vraiment les exercices de base pour travailler ton cou, extrêmement bien pour quand tu commences. Tu peux même les faire lestés. C'est ces deux exercices là, tu peux rajouter du poids dessus en prenant une plate. Fais bellec à pas mettre trop lourd non plus parce que c'est ton cou. Donc si jamais t'as jamais fait le cou, prends léger au début et t'augmenteras au fur et à mesure. Pour ça tu prends juste une plate et avec un bonnet ou un truc pour couvrir ta tête pour éviter d'avoir du
métal qui te perfore le crâne. Et tu vas faire tes reps en neck curl comme ça. Et pour les reverse curl, c'est la même. Tu peux également acheter un harnais. Un harnais, ça c'est pas mal. Même moi, j'en ai un pour faire du reverse neck curl ou même du neck curl classique. C'est pas mal, mais c'est pas un indispensable. C'est-à-dire que ça t'aiderait, mais si jamais t'as pas trop envie de dépenser tal, tu peux t'en passer en vrai. Je te dirais pas que c'est un indispensable, mais ça peut t'aider. Et donc ça, c'est les premiers exercices vraiment principaux. Et les side to side, c'est quoi? C'est simplement, tu te mets encore une fois au bord d'un lit, au bord d'un banc, tu lèves ta tête et tu commences à tourner ta tête d'un côté et de l'autre en sentant encore bien tes clédo-mastoïdiens, parce que c'est ces muscles-là en fait qui vont être principalement responsables de la largeur de ton cou. J'ai pas un cou hyper développé, je sais, ne te fous pas ma gueule, je vais te niquer ta race. Je rigole, mais c'est des exercices moi qui vont permettre vraiment de développer mon cou, passer d'un cou de skinny, de baiser à un cou d'être humain normal. Donc je te conseille vivement de les faire pour commencer à avoir un rendu vraiment beaucoup plus masculin. Tu peux le faire un peu sous les formats que tu veux. J'ai vu que la plupart des gens les faisaient sous forme de trucs de musculation classique, c'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment, tu vois, paf, ils envoient 15 reps avec la plate, etc. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais une fois par semaine, je fais tous ces exercices-là lestés, c'est-à-dire que je fais du side to side, c'est-à-dire que je fais du neck curl avec du poids, du reverse neck curl avec du poids. Le side to side, je le fais pas avec du poids, mais qu'en gros, toute la semaine, un jour sur deux, je fais tous les mêmes exercices, mais j'en fais entre 50 et 100 reps sans poids. C'est-à-dire que je me mets au bord de mon lit comme ça, je fais 1, 2 jusqu'à environ 50 ou généralement ça va jusqu'à 100 parce qu'en fait, je vais chercher jusqu'à ce que ça commence à me brûler le cou. Je fais pareil en fait pour tous les exercices, ensuite 50, 100, je sais pas quoi, 50, 100, je sais pas quoi, 50, 100, je sais pas quoi. Et donc moi, ce que je te conseillerais de faire, enfin en tout cas ce que je fais un jour sur deux, tu fais entre 50 et 100 reps de ces trois exercices et une fois par semaine, tu le fais entre 10 et 15 reps de ces exercices-là, mais avec du poids. Tu verras que si jamais tu n'as jamais travaillé le cou de ta vie, mon gars, pendant même la première semaine, frère, tu vas voir que ton cou, il va exploser, mon gars. Genre, il va vraiment paraître beaucoup plus large. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai fait la première fois du cou. La première fois que j'ai fait le cou, mon gars, j'avais un cou vraiment thick de baiser. Il était gelard sa mère. Donc, tu verras que c'est hyper encourageant, entre guillemets, comme progrès, le cou. Mais tu vas voir que vraiment, le plus important, ça va être d'être régulier dessus parce que le cou, ça se prend, mais ça se perd aussi hyper vite parce que c'est des tout petits muscles. Donc, fais bellec et sois bien régulier dessus. Essaye au moins de le faire un jour sur deux. Je pense que ça me paraît très correct pour commencer et même pour continuer plus tard. Là, à la suite, on va passer à un muscle ou à plutôt une zone d'un muscle que vraiment, parce que je vois tout le monde galérer de baiser dessus, mais genre hardcore. C'est un des muscles, je crois, sur les réseaux qui est le plus prisé par tout le monde. Putain, comment développer ça, je sais pas quoi. Et c'est le haut de pec. Une zone du pec hyper importante en fait parce que ça va contribuer à genre l'aspect vraiment rond, l'aspect, un bel aspect de ton pec quoi, genre, pour avoir des beaux pecs, tu vois. Et c'est vrai que les gens ont du mal à le travailler en fait parce que puisqu'il est sur la chaîne claviculaire, généralement tout se fait bouffer par l'épaule, généralement pour la plupart des gens. Et c'est vrai que c'est chiant. Même pour la plupart des pratiquants, tout le monde dit que c'est la zone la plus chiante à travailler. Bon bref, donc c'est vraiment un bourbier sans nom. Personnellement, je vais faire un peu le fils de pute, mais j'ai jamais vraiment eu genre de struggle particulier à le travailler. C'est-à-dire que c'est pas non plus un point fort de baiser, mais dans le sens où j'ai quand même un haut de pec relativement bien développé comparé au reste de mon corps. C'est pas un muscle que je considérais comme point faible. C'est limite si ce serait pas un point fort parce que moi j'ai quand même des relativement bons avantages anatomiques pour bien sentir mon haut de pec. C'est-à-dire que j'ai des insertions assez larges, j'ai une cage thoracique relativement épaisse, donc ça va pour moi. Par contre, pour la plupart des gens qui n'ont pas ces prédispositions génétiques, c'est vrai que ça peut être un bourbier sans nom pour travailler le haut de pec. Donc je vais juste donner deux exercices simples qui peuvent te permettre de bien développer ton haut de pec pour avoir vraiment cet aspect de pec gonflé et qui va contribuer encore une fois à te rendre plus large parce qu'en fait c'est cette partie-là de tes pecs qu'on va voir quand tu seras en débardeur, quand tu seras en t-shirt un peu comme ça. Putain, j'ai vraiment l'air skinny sa mère en t-shirt, c'est chaud. Donc le premier exercice que je pourrais te donner, ce serait le développer incliné ou semi-incliné. Alors, je les mets ensemble, mais je les sépare un peu quand même parce que en fait, le développé semi-incliné pour moi, c'est juste une variante du développé incliné pour les gens qui n'arrivent pas à sentir leur haut de pec. Je m'explique, attention. Le développé incliné, pour moi, j'ai eu pas particulièrement de problème pour sentir mon haut de pec dessus. J'ai toujours senti mon haut de pec sur le développé incliné quand je voulais sentir mon haut de pec. Cependant, pour certaines personnes, ça peut être galère sa mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur des développés inclinés classiques, pour la plupart des gens qui n'ont pas une cage thoracique très épaisse ou des pecs qui sont assez courts et donc qui n'ont pas l'avantage de pouvoir facilement étirer leur pec, et bah c'est galère en fait parce que quand ils se mettent à l'incliner, leur épaule elle bouffe tout mon gars. Et après ils ont des épaules de baiser et des pecs de pucelle. Et donc ce que je conseillerais pour les gens qui ont du mal à sentir leur haut de pec sur du développé incliné, ça serait de faire du développé semi-incliné. Et ce qui aide la plupart des gens à mieux développer leur pec. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de mieux aligner la charge avec les fibres musculaires du haut de pec. Je mettrai un schéma que Nassim Saïli avait fait qui était excellent et qui m'a très bien fait comprendre comment est-ce que le haut de pec était activé sur de l'incliné et de pourquoi est-ce que certaines personnes arrivaient mieux à l'activer que d'autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup
donc, je conseillerais aux gens qui ont du mal à sentir leur haut de pec de faire du semi-incliné parce que c'est anatomiquement plus correct, parce que ça permet de mieux aligner la charge avec tes fibres musculaires, ça permet un meilleur étirement, ça permet de moins engager ses épaules. Et par exemple, moi, mon frère qui a un léger retard pec fait du développé semi-incliné et dit à chaque fois que c'est banger sa mère comparé à l'incliné. Parce que les gens qui ont un gros avantage d'épaule, en fait, sur de l'incliné, ils vont vraiment bombarder leurs épaules et c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on veut travailler le haut de pec. Donc, premier exercice, développer incliné si jamais vous avez les bonnes positions anatomiques. Sinon, développer semi-incliné. En conseil d'exécution, je dirais que pour l'incliné ou même pour le semi-incliné, en fait, c'est pareil. Enfin, ça va être les mêmes conseils d'exécution. Il faut quand même sortir un tout petit peu la poitrine sans pour autant cambrer de baiser. Il faut sortir un tout petit peu la poitrine pour bien fixer tes épaules en arrière et en fait stabiliser ton corps pour que quand tu pousses, tes épaules elles bougent pas, tu vois. Genre, faut que tes épaules elles restent bien stables pour que ce soit uniquement tes pecs qui taffent. Et donc, je te dirais, parce qu'il y a des gens qui font de l'incliné ou du semi-incliné, ils sont comme ça. Et donc là, mon gars, frère, impossible que tu étires ou que tu fasses quoi que ce soit avec tes pecs. Il faut quand même que tu te grandisses un petit peu, que tu bombes un peu le torse. Et pour que quand tu descendes, en fait, là t'es de l'étirement. Et pas que t'es de l'étirement là au niveau de ton épaule. Donc fais l'effort quand même de sortir un tout petit peu les pecs sans ponter autant que pour un bench ou pour quoi que ce soit. Sors un tout petit peu les pecs, prends une grande inspiration, cale tes omoplates, fixe tes épaules et pousse en te concentrant sur bien bouger que tes bras et de pas bouger autre chose que tes bras en fait, parce que si tu commences à bouger tes épaules et que tu commences à partir en couille, frère, ça va faire de la merde. Donc pour ça, parce que ça, je sais que c'est pas facile vraiment quand tu commences à la salle en fait, ou quand tu commences à faire tous les types de développés, incliné, décliné, couché, pas facile en fait de fixer ses omoplates et de pas les bouger. Pour ça, comme conseil, je donnerais que je vais donner ça. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un conseil que mon ref il m'avait donné, c'est tu lèves tes épaules, tu les mets en arrière et tu les baisses. Et là, ils bougent plus. Là, tu essayes de vraiment pas les bouger. Et moi, c'est ce qui m'a aidé personnellement. Sinon, il y a aussi la technique du stylo. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tes omoplates. T'imagines que tu dois bloquer un stylo entre tes omoplates. Comme ça, paf. Et qu'à partir de là, tu bouges plus. Et donc, en fait, il faut vraiment que tu t'habitues à fixer tes omoplates pour quand tu feras n'importe quel type de développé. Si jamais tu focalises tes pecs, parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à les engager. Ça va venir avec le temps. Donc, t'inquiète pas si jamais tu n'arrives pas directement à à vraiment fixer tes omoplates et à bien engager tes pecs. La stabilité de tes omoplates, la force de tes pecs, etc. Ça va vraiment venir avec le temps. Donc, ça, t'inquiète pas. Il faut juste qu'à chaque entraînement, tu essaies vraiment de te dire, ok, là, je fixe mes omoplates. Et comme on dit, en fait, si au début tu n'y arrives pas, c'est normal, c'est la première fois que tu essayes ça. Mais juste, faut qu'à chaque entraînement, vraiment, tu essayes de paf, je fixe mes omoplates, paf, je sens mon pec. Et si tu essayes de faire ça à chaque entraînement, tu devrais progresser relativement vite et tu devrais déjà beaucoup mieux sentir tes pecs. Et du coup, je vais quand même donner un deuxième exercice parce que un exercice, c'est peut-être pas assez pour développer ton pec. Ce serait le développer guillotine. Le développer guillotine, je sais pas s'il est très connu, en tout cas à l'époque où je l'ai découvert, c'était pas très connu. Je crois que j'ai découvert il y a environ 2 ans et demi. C'était pas hyper connu, il y avait que mon frère qui le faisait et je le prenais pour un baiser parce que c'est quoi, c'est des exercices de con, mon gars, où tu mets la barre au niveau de ton cou. Mais en fait, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Le mieux, c'est de le faire à la Smith. Si tu fais du guillotine au poids libre, mon frère, t'es chaud. Mais généralement, le mieux, c'est de le faire à la Smith parce que t'as plus de stabilité du coup, parce que c'est pas une charge libre. Tu fais à la Smith et tu prends une prise quand même relativement large. Tu la prends en limite un peu plus large que ton bench et tu vas descendre. Paf, au niveau de ton cou. Vraiment guillotine. Vraiment le principe de l'exercice, au cas où si t'avais pas compris. Et tu vas descendre au niveau de ton cou. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut descendre jusqu'à toucher les pecs. Personnellement, j'ai les bras relativement longs et descendre jusqu'à toucher mes pecs, en fait, ça me fait mal à l'épaule. Donc moi, je te dirais juste qu'il faut descendre jusqu'à ce que tu sentes que ton pec, il est étiré de baiser. Et après, paf, remonter et en se concentrant bien sur contracter ton haut de pec. Sur la largeur, en vrai, t'es pas obligé de prendre extrêmement large, mais c'est quand même un exercice où tu dois prendre la barre relativement large. Tu vas pas la prendre comme un, je sais pas. Tu vas pas la prendre genre comme un overhead, genre tu vas la prendre quand même beaucoup plus large qu'un overhead, tu vois, parce que ça va provoquer plus d'étirement sur ton pec. Et en fait, juste le fait de prendre la barre, de descendre la barre au niveau de tes clavicules, mon gars, ça va tellement engager tes fibres claviculaires des pecs, c'est vraiment bien. Personnellement, je l'ai pas extrêmement fait parce que de une, j'en avais pas particulièrement besoin. Mais si jamais tu sens pas forcément ton haut de pec sur du développé incliné ou semi-incliné, essaye le développé guillotine, ça devrait beaucoup t'aider normalement, parce que même si moi ça me faisait mal à l'épaule, je sentais mon haut de pec de baiser dessus. Donc essaye, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour développer ton pec. En fourchette de répétition, je dirais pour le développer incliné, semi-incliné, essaye d'aller chercher au moins 8 répétitions et au grand maximum tu vas en chercher genre je sais pas 14. Tu peux faire 14 reps à un poids, augmente pour tourner plus aux alentours de 12-13. Toujours des fourchettes classiques pour l'hypertrophie, pour la croissance musculaire, avec 2 minutes 30 de temps de repos, pas plus généralement. Enfin, tu peux monter à 3 minutes grand max, mais je sais pas, moi je fais généralement entre 2 minutes et 2 minutes 30. Si jamais tu vois qu'à 3 minutes ça marche bien pour toi, vas-y. Mais moi c'est ce que je conseillerais, 2 minutes 30, c'est bien. Le haut
haut de pec, généralement, tu peux le faire, tu le fais un peu à toutes les séances. Enfin, alors attention. Non, le haut de pec, généralement, tu le fais dans tes séances push ou si tu fais un gros split quand tu fais pec ou un split classique même quand tu fais pec. Haut de pec, généralement, tu le fais, moi, je le fais quasiment, quoi, 2-3 fois par semaine, ça dépend. Généralement, je le fais 2-3 fois par semaine parce que je fais au moins 2 fois push par semaine et une troisième fois quand je fais une séance spéciale pour le yoke ou quand je fais une séance un peu plus spéciale pour quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je suis en gros split et mêlé avec des entraînements de gymnastique, donc c'est un peu spécial. Mais généralement, pendant mes années de muscu et même là récemment, avant que je pratique d'autres sports en même temps et tout, je le faisais 2-3 fois par semaine le haut de pec. Je pense que c'est un volume assez intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément le haut de pec en point fort. Si jamais tu as le haut de pec en point faible, je pense que tu peux monter à 4 fois peut-être par semaine. 4 fois par semaine, ça serait bien. Ça serait vraiment bien, je pense. 5 fois, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être vraiment beaucoup. 6-7, tu vas te faire enculer. Tu vas clairement te faire enculer. Et donc ça, c'est vraiment pour travailler le haut de pec. Je pense que c'est 2 exercices qui sont assez corrects. J'ai donné que 2 exercices polyarticulaires parce que les exercices polyarticulaires, je trouve que c'est plus complet. Après, ça dépend de ton objectif. Si tu as un objectif purement hypertrophique, tu peux isoler de baiser le haut de pec. J'ai jamais eu besoin d'isoler particulièrement mon haut de pec, mais je sais que mon frère a dû le faire. Donc en exercice pour isoler ton haut de pec, tu pourrais te donner putain, je sais plus comment ça s'appelle. Tu pourrais faire du pec fly au câble avec une trajectoire qui va dans le sens des fibres musculaires du pec, donc qui s'insère environ au niveau de ton fin de ta clavicule, début de ton numérus, il me semble. Et du coup, tes pecs qui vont, tes fibres qui vont dans ce sens-là. Tu essaies de faire un mouvement qui va environ dans la même direction. Donc tu fais un truc comme ça. Comme d'hab, tu essaies de gonfler un peu tes pecs, mettre tes pecs bien en avant, pas trop engager tes épaules quand tu fais ton truc. Et c'est un des seuls exercices d'isolation que je pourrais te conseiller. Je vais pas essayer de te baragouiner avec un milliard d'autres exercices d'isolation pour le haut de pec. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo entièrement juste sur les pecs, sur comment bien développer ses pecs, tu pourrais la faire si tu veux. On voit même le timecode encore une fois. En fait, quand je dis juste de mettre le timecode, juste pour que je puisse savoir si jamais ça intéresserait les gens, juste que je fasse une vidéo dessus. Sinon, si vous en battez les couilles, je vais pas faire, mais bref. Donc si jamais ça s'intéresse, mets le timecode de maintenant et je regarderai plutôt possible. Et donc, on va finir par un muscle qui personnellement a été un énorme point faible, pas un énorme point faible, mais quand même un gros point faible comparé aux autres muscles de mon corps. Je parle des épaules. Et là, on va parler plus particulièrement du deltoïde moyen et antérieur. Pas beaucoup postérieur parce que pour notre vidéo, il nous intéresse pas beaucoup parce qu'il contribue pas forcément beaucoup à la frame que tu as, même si, attention, deltoïde postérieur très sous-côté. Qui est extrêmement utile et extrêmement intéressant pour l'harmonie de ton corps parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te tenir plus droit. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ouais, travailler ton deltoïde postérieur ça fait grossir tes pecs. Pourquoi? En fait, c'est parce que ça te fait tenir plus droit. Pour ta posture, c'est mieux, donc pour la santé en fait de ton corps globalement, te tenir plus droit, c'est plus intéressant. Même pour l'équilibre de ton épaule, le fait d'avoir le deltoïde postérieur développé, c'est mieux. Bon bref, le deltoïde postérieur c'est super, mais on va pas en parler dans cette vidéo là. On va plus se concentrer purement sur l'aspect esthétique comme des gros kékés en parlant du deltoïde antérieur et antérieur. Oh putain, en parlant du deltoïde postérieur, en parlant du deltoïde antérieur et latéral. Si tu veux une vidéo plus globale sur toute l'épaule, si tu veux vraiment une vidéo complète pour développer des épaules à la bague qui sa mère, tu me le fais savoir comme d'hab, le timecode. Mais là vraiment on va se concentrer sur le faisceau latéral et antérieur et on va voir comment est-ce que j'ai fait pour vraiment développer ces deux faisceaux là qui étaient vraiment capricieux pour moi parce que frère, j'ai vraiment franchement un peu galéré pour les développer ces deux là. Et encore maintenant, ils sont pas non plus archi développés non plus. Donc attention, je vais juste donner ce qui a marché pour moi et les exercices qui sont le plus anatomiquement correct. Et pour cette partie là, contrairement par exemple au haut de pec, je vais vraiment pouvoir te donner des conseils beaucoup plus concrets, beaucoup plus relevant, beaucoup plus judicieux, je sais pas si c'est le terme exact, pour t'aider à développer tes épaules. Premier exercice, connu comme la nuit des temps, mais qui marche toujours extrêmement bien. Élévation latérale. On va faire la distinction entre la charge libre et à la poulie. Je vais te parler d'abord de la charge libre qui est franchement très bien. Élévation latérale, charge libre, vraiment pas mal. Un peu chiant par contre parce que, on va pas se mentir, c'est facile à mettre en place, enfin c'est simple à mettre en place mais c'est vraiment pas facile à faire entre guillemets. L'exécution quand même prend un petit bout de temps à arriver, une bonne exécution où tu sens vraiment bien ton deltoïde latéral quand tu fais ça et tout, un peu complexe quand même. Pourquoi? Parce que je sais pas pour toi pareil aussi, t'as déjà essayé ou quoi, mais perso quand je commençais à faire mes élévations latérales, à chaque fois, mais genre à chaque fois quasiment, je sentais mes trapèzes. C'était franchement une des pires sensations de ma vie, frère, de faire les... J'abuse un peu, mais genre de faire les épaules et de sentir ces trapèzes, gros, c'est horrible. Mais genre c'est horrible. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps quand même à vraiment fixer mon exécution.
et à bien contrôler mes mouvements pour sentir que mes épaules. Finalement, en conseil d'exécution que je pourrais donner pour les élévations latérales, ça serait déjà de ne pas prendre trop lourd au début, de prendre une charge vraiment que tu contrôles bien, de bien fixer ses épaules comme ça, genre de pas que tes épaules partent en couille à chaque fois, que tes épaules partent là, comme ça, voilà, que fixer tes épaules et de pas bouger comme ça. Et dernier conseil, vraiment le truc qui a le plus game changer, je trouve, c'est de lever ses épaules un tout petit peu en avant et pas à 100% sur le côté. Pourquoi? Quand tu lèves tes épaules un tout petit peu en avant, déjà c'est anatomiquement plus correct parce qu'en fait tu vois que ton insertion de l'épaule elle est un tout petit peu en avant et qu'elle n'est pas à 100% sur le côté de ton bras là, tu vois. Et surtout, en fait, quand tu les lèves sur le côté, tu vas forcément avoir plus de chances de compenser avec d'autres muscles parce que c'est pas naturel en fait comme mouvement de faire ça. Ça va te forcer à lever les trapèzes, donc tu vas compenser. En plus, ça va te niquer l'épaule parce que puisque tu engageras moins de muscles, tu mettras plus de charge sur ton articulation et ça va te niquer l'épaule. Donc, 3 conseils d'exécution, prends pas trop lourd, fixe bien tes épaules et lève les bras un tout petit peu en avant. Ça va vraiment te sauver. Contrôle bien comme d'hab, tempo, paf, typique de contraction à la fin, contrôle, paf, normal. Et les élévations latérales aussi, petit conseil comme ça direct, les drops CT c'est incroyable. Les drops CT d'élévation latérale, vraiment je bande dessus, incroyable. Et du coup, la même chose à la poulie. À la poulie, c'est vraiment, c'est un peu la version premium de la version à la charge libre parce que quasiment tout est mieux en fait. La trajectoire, bon, c'est la même, mais bref, la trajectoire est quand même bien. La courbe de résistance est beaucoup mieux parce qu'en fait, les élévations latérales, c'est un exercice à forte tension de contraction. C'est-à-dire que le mouvement va être très dur au moment où le muscle est très contracté. Alors que pour la poulie, en fait, le mouvement va être dur vers le milieu du mouvement. Dans le sens où la charge va commencer à être lourde au milieu du mouvement. Et à quel endroit est-ce que l'épaule est la plus forte pendant le mouvement? C'est au milieu. Et donc ça va même donner une courbe de résistance beaucoup plus cohérente avec la force que l'épaule peut produire au cours du mouvement. Et donc en fait, à la poulie, ça va être littéralement beaucoup mieux parce que si jamais la charge est plus lourde au moment où tu peux produire le plus de force, tu vas forcément faire plus de muscles. Donc poulie, extrêmement bien également. Tu mets à mettre en place un tout petit peu plus compliqué, mais franchement, c'est pas grand chose. En conseil d'exécution, je donnerais qu'il ne faut pas mettre la poulie trop basse non plus. Il ne faut pas non plus faire partir la poulie au niveau de ton pied. Essaye de la lever un peu pour qu'au début tu sois genre bien, tu vois. Tu t'avances un tout petit peu, même conseil d'exécution. Essaye de ne pas lever le truc 100% sur le côté. Tu lèves un tout petit peu vers l'avant. Tu mets pas trop lourd. De toute façon, tu pourras pas mettre trop lourd, tu le verras. Tu fixes ton épaule et c'est vrai, ça va vraiment être très bien pour toi. Moi, une variante que je fais, c'est aussi les élévations latérales à la machine. Ça dépend des machines, mais il y en a qui sont absolument golden pour les élévations latérales. Donc ça aussi, essaye et tu m'en diras des nouvelles. Et donc, un dernier exercice que je peux te donner pour les épaules, ça serait un classique également, le développé militaire. Mais attention, un développé militaire un tout petit peu dans le sens. Un développé militaire un tout petit peu incliné dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développé militaire, j'en ai bouffé quand j'ai commencé la muscu. J'en ai bouffé, mais du développé militaire bien droit sa race, tu vois. Et quand j'ai commencé, c'était pas mal, mes frères, en fait, il y a un truc que je sentais qui allait pas. Et en fait, c'est normal parce que quand tu es à 90 degrés, mon gars, pour stabiliser ton mouvement et pour pouvoir soulever la charge correctement, tu es obligé de te cambrer de ouf pour pouvoir stabiliser la charge en fait. Et donc, déjà, pour la santé de ton dos, c'est pas ouf. Et même en fait, tu manques un peu de stabilité, tu vois. Et tu peux même pas bien recruter tes épaules au final parce que tu es juste trop concentré à stabiliser, à faire le con. Et donc, quand tu commences à un tout petit peu incliner le banc, mon gars, oh, là, t'es bien. Pourquoi? Parce que t'es pas obligé de cambrer de ouf pour être stable. Là, le banc, il est déjà un tout petit peu incliné et ton dos, il est posé sur le banc, tes haltères, ils sont bien placés et là, tu es bien stable. Donc, développé militaire, incliné, incroyable. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire pour développer mon deltoïde antérieur parce que, vrai, mais oui, j'avais le deltoïde antérieur un tout petit peu en retard comparé à mes pecs et comparé au reste de mon épaule. Donc, je devais trouver des solutions pour un peu plus le développer. Donc, mon deltoïde antérieur, je commençais à le sentir de baiser sur cet exercice-là et donc j'étais vraiment content. Et mon deltoïde antérieur et mon deltoïde latéral, du coup, ils ont bien taffé sur ça. Et en conseil d'exécution que je donnerais, ça serait de cruncher ses abdos, c'est-à-dire de vraiment cruncher ses abdos pour que tout le dos soit collé au truc, tu vois. Et c'est limite pas grave en fait de pas bomber le torse comme sur un développé incliné pour te sentir ton haut de pec. Pourquoi? Parce qu'en fait là tu veux pas sentir tes pecs, tu veux sentir tes épaules. Et donc cette fois-ci tu peux rester comme ça. Enfin, personnellement, c'est l'exécution où je sens mieux mes épaules. Tu peux rester comme ça et pousser comme ça. Parce qu'en fait, là, tu t'en bats les couilles de tes pecs. C'est tes épaules qui doivent taffer, mon gars. C'est tes épaules. Et moi, du coup, c'est vraiment l'exécution avec laquelle j'ai commencé à vraiment bien sentir mes épaules. C'est abdos crunché. L'angle entre le coude et le buste, c'est un peu plus que 45 degrés. Parce que, en fait, il faut quand même que ce soit dans la trajectoire de tes épaules. Du coup, si tu le mets à pile 45 degrés, c'est un peu bancal. Un peu plus, donc angle entre coude et buste, un peu plus que 45 degrés. Abdos crunché. Et là, mon gars, t'envoies comme ça, frère.
tu sens tes épaules de baiser. N'aie pas peur limite de rentrer un petit peu les pecs pour engager un peu plus les épaules. Vraiment, ça va faire le boulot. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de bien développer mes épaules et ça m'a fait un boulot sans nom. Et merci pour les travaux de développé militaire un tout petit peu incliné. Et donc, en fourchette de rep pour le développé militaire incliné, je donnerais entre... pareil, 8, 12, 13, 14 grand max, mais ouais, entre 8 et 12, plus 12 préférablement, avec environ 2 minutes 30. Par contre, pour les élévations latérales, je conseillerais quand même de faire plus de reps parce que c'est un muscle, personnellement, que j'ai du mal à sentir. Et donc, si tu as du mal à le sentir aussi, je te conseille vraiment d'envoyer les reps jusqu'à se sentir vraiment beaucoup plus de stress métabolique que stress mécanique. Parce que c'est un plus petit muscle que genre les pecs ou le dos. Et donc, tu peux vraiment envoyer beaucoup de reps et pour avoir vraiment du stress métabolique, c'est-à-dire un peu plus de brûlure, tu vois, plus que de l'échec, plus que du stress mécanique. Et donc là, paf, t'envoies. Là, t'envoies la sauce dans ton deltoïde jusqu'à ce qu'il brûle. Après, quand il a fini de brûler, tu fais un drop set avec des élévations latérales. Donc ça, c'est vraiment banger. Donc ouais, juste pour les élévations latérales, du coup, je te dirais de faire un peu plus de reps, faire un peu plus de volume et faire moins de juste du stress mécanique pour vraiment bien sentir tes deltoïdes latéraux. Et donc, je t'ai donné un peu tous les exercices que tu pouvais faire pour développer toute ta chaîne claviculaire. Pour moi, c'est des exercices qui sont vraiment très corrects. Pour moi, je pense que si tu fais tous ces exercices-là correctement, avec une bonne exécution et régulièrement, tu commenceras vraiment déjà à avoir une différence sur ton physique. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle tu les travailles, tu devrais normalement travailler chacun d'entre eux assez régulièrement de base. Et si tu fais déjà de la muscu, à part peut-être pour le coup, parce que personne ne fait ça en fait, mais fais-le régulièrement mon gars, comme je te l'ai dit avant. Ouais, tu devrais déjà les travailler assez régulièrement, c'est-à-dire que voilà quoi, les trapèzes tu l'as fait dans tes séances pull ou dos quand si t'es en split, bon, ça dépend, mais bref, généralement n'importe quel go muscu, peu importe son programme, il les travaille régulièrement. Et donc, mais je pense que tu peux quand même ajouter une séance genre full yoke, vraiment tu peux rajouter une séance où tu fais que le yoke, c'est-à-dire juste cou, trapèze, épaule, haut de pec. Dans la semaine, tu peux en caler que une si jamais vraiment tu as envie d'avoir vraiment cette frame de mec balèze. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie où vraiment j'étais tout skinny, tu vois. J'ai commencé à rajouter une séance yoke et même le yoke, c'est un peu une séance, tu vois, tu la fais en mode comme ça, tu vas pas les couilles. Donc tu peux la caler une fois par semaine en vrai. Tu vas pas me faire croire que tu peux pas, tu peux totalement, tu vois. Et si tu commences à faire une séance yoke par semaine, genre spécifiquement pour ces muscles-là, je t'assure que vraiment ta frame va en prendre un coup et tu vas commencer à devenir vraiment beaucoup plus massif et apparaître beaucoup plus stock. Et donc tu peux intégrer dans ta séance d'entraînement, imaginons si tu fais, je sais pas, allez on va dire tu fais un double PPL parce que t'es vraiment un mec costaud. Tu fais un double PPL, lundi push-pull leg jusqu'à mercredi, jeudi push-pull leg jusqu'à samedi. Bon voilà quoi, dans ta séance de dimanche, tu auras eu la séance leg d'avant pour te reposer. Dimanche tu peux faire le yoke, tu vois, tu peux faire le yoke. Ou même si tu es en bro split un peu plus bancal, tu peux faire le yoke une voire deux fois par semaine si tu as la déterre. Bon bref, là le yoke tu peux le faire vraiment, c'est vraiment une séance que c'est pas à négliger. Mais là le type de séance, ça va être la séance de trop. Ça peut que 30 plus stock. Donc n'aie pas peur de faire des séances full yoke, c'est vraiment c'est même limite mieux. Et maintenant que je t'ai donné un peu tous les outils qui pouvaient t'aider à développer ta frame et à affiner ta taille, ça à toi de jouer. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, c'est tout pour moi. Ciao.